Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire dans le cadre de l'événement 24 heures RH de Parlons RH. Merci d'être parmi nous et à Parlons RH de nous accueillir pour recueillir notre point de vue sur l'avenir du travail. Je suis Peggy Renou, responsable de contenu et communication chez Pearson Talent Lens. Claire Eschliman et Marine Perron, toutes les deux psychologues du travail et consultantes RH chez Pearson Talent Lens, vous proposent un éclairage sur la thématique compétences humaines versus compétences techniques, comment s'adapter à l'avenir du travail. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat, nous y répondrons à la fin du webinaire. Voilà. Claire et Marine, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors moi c'est Marine Perron, je suis comme l'a dit Peggy, psychologue du travail. Pour retracer rapidement mon parcours, j'ai commencé par 7 ans cabinet de recrutement au poste de consultante. Puis j'ai rejoint ensuite Pearson il y a à peu près 2 ans et demi au poste de consultante grand compte et psychologue du travail. Mes missions aujourd'hui rapidement, c'est d'accompagner mes clients en leur proposant des solutions d'évaluation RH qui vont être spécifiques à leurs enjeux et à leurs projets. Et j'interviens notamment sur le secteur industriel, de la grande distribution, du luxe et aussi quelques cabinets RH. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Claire Eschliman, je suis psychologue du travail et des organisations. Alors moi je travaille depuis presque maintenant 5 ans chez Pearson en qualité de consultante RH et responsable grand compte pour les segments de l'entreprise, des entreprises de la logistique et du transport. L'objectif sur ma fonction, c'est de pouvoir accompagner ces mêmes entreprises dans le déploiement de nos solutions, notamment sur leur processus RH. Donc, conseil, formation, suivi des pratiques et gestion de concours sont les activités qui animent mon quotidien. Au-delà de mon parcours et de mon expérience chez Pearson, j'ai eu l'occasion d'occuper différentes fonctions dans le recrutement, notamment en chasse et en identification de profil. Et aujourd'hui, en parallèle, j'ai une activité dans l'accompagnement et l'insertion professionnelle auprès des étudiants d'école d'archi. Alors, on va passer 45 minutes ensemble sur le thème passionnant du futur au travail. On a choisi avec Claire d'aborder ce sujet sur un entonnoir en vous expliquant d'abord qui nous sommes, pourquoi on s'intéresse à ce sujet-là. On va mettre en lumière les compétences attendues demain, l'intérêt de les évaluer et de les développer, et comment le faire de la manière la plus fiable possible. Avant de conclure, on va faire un focus rapide sur la pensée critique. Donc, cette pensée critique qui est l'une des compétences les plus recherchées, donc déjà à l'heure actuelle, et qui le sera encore plus demain. Et on terminera ensuite sur une petite session questions-réponses. Alors, donc Claire et moi, on travaille, comme vous l'avez compris, pour Pearson Talent Lens, qui appartient à la division Workforce Skills du groupe international Pearson. Pearson Talent Lens, c'est un éditeur de tests avec plus de 75 ans d'expérience scientifique, donc en France, dans la conception, l'adaptation et l'édition de solutions d'évaluation des personnes. Pour vous donner quelques chiffres, nos solutions sont aujourd'hui utilisées par plus de 4000 entreprises, également par des administrations sur le territoire français et de nombreux cabinets. Et on compte environ 500 000 tests qui sont administrés chaque année via notre plateforme. On a des bureaux partenaires à l'international, donc ça va nous permettre de partager notre expertise d'un pays à un autre, mais aussi notre savoir-faire, que ce soit dans le développement de nouvelles solutions, mais aussi dans l'adaptation de nos solutions qui existent déjà à la culture de chaque pays. On ne se contente pas d'une traduction, ça suppose une véritable adaptation. On va proposer une gamme assez étendue de tests psychométriques, donc en passant par des tests d'aptitude, de personnalité, de motivation, des 360, etc., dans l'objectif toujours de répondre au mieux aux besoins actuels de nos clients et aussi aux besoins du monde de l'évaluation RH demain. Comme vous l'avez vu, on ne date pas d'hier, donc on bénéficie aujourd'hui d'une assez longue expérience dans le domaine de l'évaluation. On s'est enrichi de manière constante via les données terrain. C'est ce qui fait aussi qu'on a des outils qui sont solides aujourd'hui, donc que ce soit pour de la détection de potentiel, de l'orientation, du bilan professionnel, de l'accompagnement, et dans le cadre aussi de développement des compétences, par exemple.
Il y a un point central en fait de notre ADN qui va se situer notamment dans la qualité de nos tests. Donc sur le fait que nos solutions elles répondent aux règles rigoureuses qui est établies par la communauté scientifique internationale. C'est ce qui va garantir la validité et la fiabilité de nos outils. Et pour faire un dernier petit tour sur nos équipes, donc tous nos consultants et consultantes sont des psychologues qui sont expérimentés, assez connectés du coup au terrain. On a une cellule R&D qui est intégrée et un département de formation intégré également. Donc nos outils supposent toujours une formation pour les utiliser sciemment. Alors, la question, c'est pourquoi on est là. Donc, alors, le concept de l'avenir du travail demain, c'est devenu un des sujets de discussion majeurs depuis quelques années, je dirais 5-10 ans. Il y a plusieurs tendances et transformations qui viennent redéfinir de manière très significative la manière dont on travaille et aussi la manière dont on perçoit notre travail. Par rapport aux changements à venir, pour vous donner quelques chiffres, selon le rapport du World Economic Forum, donc d'ici horizon à 2027, il y a 23% des emplois qui seront modifiés, donc c'est très significatif, avec 69 millions de nouveaux rôles qui sont prévus et 83 millions d'emplois actuels qui vont être supprimés d'ici là. Donc on sent déjà le changement et ça ne va pas s'arrêter là. On est aussi aujourd'hui beaucoup plus conscient de ces changements avec la multitude d'informations dont on dispose. Pour en citer quelques-uns, ces changements et de ces transformations, on ne peut pas passer à côté des avancées technologiques en fait, qui sont toujours plus rapides. Donc ici, on parle des progrès de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, qui viennent transformer de nombreux secteurs, remplacer certaines tâches humaines par des machines ou par des algorithmes. Ces progrès, ça va créer à la fois des opportunités, mais aussi des défis en termes d'emploi. Il y a aussi l'omniprésence des technologies de l'information et de la communication. Ça va venir modifier la façon dont les entreprises fonctionnent, ça va faciliter le télétravail, les collaborations aussi sur une échelle internationale et faciliter aussi l'accès à des données en temps réel. Là où il y a quelques années, on fonctionnait avec un fax, donc dans les alentours des années 2000, aujourd'hui, on accède très, très rapidement à l'information qu'on cherche. C'est super, hein, mais le revers de la médaille, c'est que ça suppose et ça nous pousse aujourd'hui à être de plus en plus réactifs. Donc la pandémie du Covid-19, donc désolé, on en a trop entendu parler, mais on ne peut pas passer à côté quand on aborde les grands changements dans le domaine du travail ces dernières années, parce que cette pandémie, elle a ouvert grand les portes sur le télétravail en changeant potentiellement de manière parfois permanente la façon dont de nombreuses personnes en fait travaillent aujourd'hui. Cette crise du Covid, elle a mis aussi en lumière l'importance de la résilience organisationnelle et aussi de la capacité à s'adapter rapidement aux changements. Quand on parle des transformations, on peut aussi penser à l'évolution des modèles économiques, donc avec des entreprises comme Uber, comme Airbnb, Amazon, qui ont popularisé des modèles économiques basés sur des plateformes numériques plutôt, ce qui va venir modifier les relations traditionnelles entre les employeurs et les employés, avec notamment la montée du travail en freelance et des contrats à court terme qui vont offrir certes une flexibilité accrue, mais qui posent quand même des questions sur la sécurité de l'emploi et sur les avantages sociaux. Avec tous ces changements et l'arrivée aussi de nouvelles générations sur le marché du travail, vous, professionnels RH, vous n'avez pas pu passer à côté du fait qu'on a une attente forte aujourd'hui des employés et des candidats sur le respect de l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Aujourd'hui, les employés, ils y accordent plus d'importance. Ça va pousser les entreprises à offrir des options de travail plus flexibles pour être attractives. Et ça suppose aussi une autre manière de s'engager de la part des employés, une autre manière de s'organiser, un autre investissement, d'autres motivations, d'autres attentes. Autant d'infos qu'il est important de comprendre au moment de l'évaluation des candidats ou des employés pour qu'une alliance, elle fonctionne bien en termes à long terme, en fait. Les employés, ils attendent aussi ils ont une grande attente de grandir avec l'entreprise, professionnellement et personnellement. C'est beaucoup plus présent aujourd'hui. Cette introduction pour dire que avoir conscience de manière globale de tous ces changements, ça nous permet de mieux nous projeter et de regarder au bon endroit pour anticiper au mieux les virages qu'il va falloir prendre demain pour éviter de faire fausse route.
Justement, donc le but de cette intervention, c'est de pouvoir s'adapter d'ores et déjà à ce qui sera attendu demain, ou savoir où mettre vos efforts. Ça suppose une approche qui va être proactive et flexible, c'est-à-dire se tenir au courant via des canaux de renseignement comme des médias généralistes type les Échos, qui traitent de ce sujet, ou via des organisations internationales type OCDE. Il faut vous tenir au courant des évolutions technologiques, des performances, de l'avancée de l'IA et de la place qu'elle va prendre aujourd'hui dans nos emplois et demain. C'est important aussi d'avoir en tête qu'il faut s'assurer d'avoir une infrastructure technologique qui va être fiable, avec des outils collaboratifs type Teams ou un VPN par exemple. Il faut prévoir aussi de gérer ces changements technologiques ou ces changements de modèle en interne. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sous-estiment l'impact des différents changements sur les employés. La gestion du changement est, alors c'est selon moi vraiment primordial, et le mot est faible. Le changement, c'est un gros challenge et c'est un autre sujet, mais c'est un gros challenge sous plusieurs angles. Il faut en avoir conscience. Sur les modalités de travail aussi, il faut se tenir au courant des modalités de travail qui rencontrent le plus de succès pour les entreprises et les personnes. Par exemple, on pense au travail hybride, donc une combinaison de télétravail et de présentiel, ça devient de plus en plus la norme. Une flexibilité aussi sur les horaires. Construire avec les employés, donc impliquer vos équipes dans les décisions pour mieux répondre à leurs besoins. Faire un état des lieux des compétences qui sont présentes dans l'entreprise pour avancer toujours dans la bonne direction et pour que tout le monde y trouve son compte au mieux. Ça découle aussi naturellement sur l'importance de former et d'accompagner les collaborateurs en fonction de leurs besoins, en fonction des évolutions à venir dans l'entreprise, des évolutions à venir dans le monde du travail et en fonction des compétences qui seront attendues demain. Alors, vous venez de voir avec Marine, effectivement, comment aujourd'hui on peut anticiper les impacts de toutes ces transformations. À partir de maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un focus justement sur les compétences de demain, celles qui constituent en fait le socle nécessaire et indispensable que l'on doit détenir pour réussir à faire face à tous ces changements. Alors, Marine vous l'a dit, l'avenir du travail, il est en constante transformation, c'est influencé par une multitude de facteurs. Alors, on a parlé des avancées technologiques, des changements économiques, des dynamiques sociétales. Pour s'adapter à l'avenir du travail, on va devoir convoquer en chacun une combinaison, je dirais, souple et harmonieuse entre les fameuses compétences techniques, les hard skills, et les compétences humaines. C'est en investissant dans le développement de ces compétences et en adoptant en qualité d'employeur, d'entreprise ou de service RH une approche proactive et flexible, c'est en ayant cette démarche que les individus peuvent non seulement s'adapter, mais aussi prospérer dans un paysage professionnel qui évolue. Alors, quelles sont donc ces fameuses compétences ? Disons que on n'a pas réinventé l'histoire, on est toujours sur ce binôme compétences techniques, compétences humaines. Du côté des compétences techniques, on va citer en premier lieu les compétences numériques. En fait, c'est ces compétences qui englobent la capacité à utiliser de la technologie, de l'information, et puis une certaine forme de communication de façon efficace et critique. On reviendra sur le terme critique plus tard. Ça inclut donc l'utilisation d'outils numériques, la navigation sur Internet, la gestion des informations, la communication en ligne. En second lieu, on va citer les compétences en programmation et codage. Alors, ici, on se dit que c'est hyper spécifique à un métier, à un secteur, mais en fait, savoir coder et programmer, c'est quand même s'adresser et s'ajuster au futur du travail. Même si les IA nous aident énormément, disons que avoir cette capacité à écrire, à rédiger, à donner des instructions en programmation, c'est puissant, c'est du pouvoir et effectivement, ce sera mis au service et c'est d'ores et déjà mis au service des logiciels, des applications, des systèmes automatisés et de tous les algorithmes qui nous entourent aujourd'hui. Il y a également l'analyse de données qui représente une compétence technique. En fait, c'est plutôt ce qu'on va entendre derrière le big data, c'est cette capacité à collecter, organiser, hiérarchiser une grande quantité de données et aujourd'hui on en a quand même énormément autour de nous. Donc c'est des techniques plutôt statistiques, c'est plutôt sur de la visualisation, de la projection, des logiciels spécialisés.
La chefferie de projet est également une compétence attendue, puisque la discipline de la planification, de l'organisation, et puis derrière, en fait, on va chercher aussi un petit peu de leadership, mais ça, c'est plus, pour le coup, du soft skills. Mais en tout cas, c'est effectivement répondre aux enjeux à la Sainte Trinité, budget, qualité et délai de la chefferie de projet, représente une compétence clé. Et enfin, une autre compétence qui semble relativement ciblée, mais en fait qui, vous voyez, fait du sens avec la compétence numérique, le codage, et puis en fait toute cette transformation technologique qui impacte notre quotidien. Eh bien, c'est la compétence à la cybersécurité. Alors en plus, on peut être un peu en pénurie de ce type de compétences parce que c'est des nouveaux métiers sur lesquels les formations sont relativement récente, mais en fait, on va naviguer sur cette compétence dans le but de protéger les systèmes informatiques, les données, les réseaux, puisque effectivement, on capitalise énormément d'informations aujourd'hui. Alors, il y a quand même une chose importante à savoir auprès de la compétence, au sujet de la compétence technique, c'est que, en moyenne, au bout de 2 ans et demi, une compétence technique devient obsolète. Alors, il s'agit donc de dire, OK, j'ai la compétence technique, mais je dois régulièrement réactualiser mon savoir pour être à la page. Et à l'inverse des compétences techniques, c'est pas pour les opposer, mais il y a quand même des choses qui les distinguent. On va retrouver, justement dans la compétence humaine, plutôt un côté développemental qui ne subit pas le même sort que les compétences techniques. Et c'est bien pour cette raison qu'on a tendance aujourd'hui à valoriser ces compétences. D'ailleurs, dans une récente étude que nous avons menée chez Pearson, on a appris effectivement que ces compétences clés étaient les compétences, en tout cas relatives aux compétences humaines. C'est celles qui sont le plus attendues sur le marché du travail. Donc le second focus, ce sont effectivement les compétences humaines. La première compétence, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est j'arrive à comprendre et à gérer mes propres émotions et aussi celles des autres. Ça a l'air de rien, mais en fait, c'est indispensable quand on travaille dans des environnements sur des projets complexes, donc avec un niveau de collaboration très élevé et avec une diversification ici de plus en plus avancée. La seconde compétence, c'est la compétence en communication. Alors, pas simplement je comprends ce qui est dit, je comprends le verbal et l'écrit. C'est vraiment cette capacité à transmettre des idées. Vous voyez, ça va soutenir aussi, par exemple, la gestion de projet, par exemple. Et donc, c'est je structure, je transmets avec clarté, avec efficacité. C'est presque un côté pédagogique dans l'écoute active de l'autre. L'adaptabilité et la flexibilité correspondent à la troisième compétence humaine attendue. Donc, on a le sentiment quand même de l'entendre depuis longtemps, cette compétence, mais là, vu qu'on est vraiment dans une période qui s'accélère, où on est vraiment bousculé par de nouvelles tendances, de nouveaux modes de travail, cette compétence doit vraiment être valorisée et elle sera la clé je pense aussi la clé pour réussir à s'adapter au futur. Donc, c'est de l'ouverture d'esprit, c'est par rapport à l'innovation, je sais mettre en place de nouvelles méthodes de travail, etc., etc. La collaboration et le travail en équipe est une compétence attendue, notamment parce qu'on fait de la chefferie de projet, parce qu'on travaille sur des domaines complexes, ou tout simplement parce que l'humain reste aussi au centre de l'activité en termes de performance. Donc elles sont au final un peu toutes liées entre elles, elles se soutiennent. Une compétence en communication toute seule ne peut pas se suffire en fait pour performer dans son travail. Et puis la dernière compétence, et c'est un peu notre chouchoute chez Pearson, c'est la compétence à la pensée critique et à la résolution de problèmes. Donc c'est l'analyse des situations, comment j'analyse la situation, et idéalement de manière objective, posée, structurée sur des faits. Donc c'est une capacité derrière à prendre des décisions éclairées, basées sur des données et des analyses construites. Donc sur cette slide, on a vu ensemble effectivement quelles étaient les compétences du futur. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui de savoir comment je peux intégrer la prise en compte de ces compétences dans, je dirais, mes processus RH. Et pour ça, il y a 2 options. En fait, vous avez 2 portes d'entrée. La première, c'est effectivement le recrutement et la mobilité, c'est je vais capter chez mes candidats en entrée, et comme ça je bénéficie de l'expérience d'un candidat, je vais capter chez les candidats le potentiel en termes de compétences attendues.
Alors, avant de rentrer dans la phase de recrutement, ce qu'il faut d'abord, c'est travailler sur vos référentiels de compétences, faire un état des lieux de ce dont vous avez besoin. Et ça va marquer quand même aussi une forte attention dans les critères ensuite de recrutement. Mais voilà, c'est, je dirais, le point de départ. Quand vous avez établi tout ça, ensuite il s'agit d'ajuster son recrutement en conséquence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un recrutement qui aujourd'hui se base sur les compétences est 5 fois plus prédictif de la performance au travail. Donc c'est hyper puissant. S'intéresser aux compétences du futur, c'est pertinent, mais en plus recruter sur les compétences, c'est puissant parce que c'est plus prédictif que n'importe quel outil. Alors, on se lance dans l'activité du travail ou en mobilité. Dans tous les cas, vous identifiez vos compétences et vous avez effectivement ensuite votre référentiel qui est mis à jour. Il s'agit ensuite d'adapter votre processus de sélection. Alors, en situation à enjeu, ce qui est chouette, c'est qu'on a plusieurs méthodes qui sont à notre disposition et qui vous permettent d'aller capter une multitude d'informations. Alors, on ne va pas être disruptif, hein. Ce qui fonctionne bien et ce qui est peu coûteux, il faut y aller. On va citer entre autres l'entretien, l'analyse de parcours, les diplômes. Mais quand on se dit aujourd'hui que l'entretien sur les compétences est 5 fois plus prédictif de la performance au travail, je pense que faut pas faire l'économie d'ajouter quelques méthodos, quelques outils en plus, même si un petit coup, en fait, derrière, il y a une rentabilité plus forte. Et ce qu'il faut aussi prendre, en tout cas en termes de conscience, ce dont vous devez avoir conscience, c'est que toutes les méthodes présentées ici ne se valent pas et ne permettent pas forcément toujours une fiabilité. Donc, on va regarder un petit peu en détail quels outils, en fait, quelles méthodos peuvent vous intéresser. Alors sur ce graphe-là à droite, on retrouvera effectivement plus d'informations dans notre livre blanc, mais ici, vous pouvez voir effectivement que les tests d'aptitude, les entretiens structurés et non structurés, les évaluations par des pairs, l'entretien téléphonique, les tests de compétences et les tests d'intégrité ont quand même, je dirais, des qualités en termes de prédictivité. Et là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez justement multiplier les méthodes parce que ça va avoir certains atouts. Quand vous ajoutez, en fait, quand vous combinez un test d'intégrité, c'est-à-dire un test de personnalité, avec un test d'aptitude, par exemple, vous augmentez d'environ 20% la capacité prédictive de ce test d'aptitude, justement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que cette double approche vous permet de capter énormément d'informations relatives aux compétences qu'on a citées juste au-dessus, les compétences humaines. Alors, au-delà des aspects prédictifs de ces outils, ce qui est intéressant, c'est que vous allez aussi donner aux candidats la possibilité de s'exprimer. En fait, la possibilité aussi de mettre en avant ses besoins, ses valeurs, ce qui le motive. Et donc, d'avoir aussi un processus qui mise sur le potentiel du candidat. Et ça, c'est aussi un petit peu plus à la mode aujourd'hui. Alors, restez juste attentifs à une chose. Marine vous a présenté notre entreprise. Nous, on est très, très attentifs aux qualités d'un outil. Et les qualités d'un outil, eh bien, ça se vérifie. C'est comme tous les instruments de mesure. Les tests doivent prouver la qualité de leur conception. Et pour ça, ils doivent vous donner des garanties, notamment sur leur fidélité. Est-ce que le test mesure la dimension attendue? Sur leur validité, les résultats doivent être constants dans le temps. Et enfin, la sensibilité, le fait que le test soit différenciant. L'objectif, c'est quand même d'avoir des outils qui nous montrent la variété des candidats et des personnes entre elles. Donc, pour synthétiser, recruter sur les compétences, oui. En fait, vous allez muscler votre approche et vous allez miser sur le potentiel. En plus de muscler votre approche, vous aurez une meilleure qualité prédictive de la performance. Il y a une deuxième approche quand on veut intégrer, les compétences humaines dans ces processus RH, c'est de former, accompagner et développer. Alors, il y a déjà une première étude que je vais citer, une étude de McKinsey qui nous indique que 87% des cadres et des RRH affirment qu'ils sont d'ores et déjà confrontés à un déficit de compétences majeures. Ils imaginent aussi qu'ils vont l'être dans le futur. Donc, c'est quand même quelque chose qui va, en premier lieu, nous questionner. Et puis, il y a une autre information,
je trouve qui est aussi intéressante à garder en tête, c'est que selon l'OCDE, plus d'1 milliard d'emplois, ça représente en fait un tiers de tous les emplois dans le monde. Donc plus d'1 milliard d'emplois sont susceptibles d'être transformés par la technologie au cours de la prochaine décennie. En fait, quand on vous dit formez vos salariés, voilà, c'est bien. En fait, c'est pas une simple recommandation. C'est que je pense qu'il y a un besoin qui est actuel et qui va s'intensifier avec effectivement les prochaines années. Donc voilà, en formant, vous allez déjà répondre à l'enjeu de vous remettre à niveau, de répondre aux enjeux primaires de cette transformation. Et puis, en formant, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres vertus et d'autres atouts. C'est que vous allez aussi permettre à vos salariés, à vos employés, à vos collaborateurs de se développer. En fait, de mettre aussi en avant leur carrière en étant régulièrement à jour sur les compétences. C'est aussi, pour vous, employeurs, un fort pouvoir de rétention. Ça vous permet en fait de vous différencier par rapport aux autres entreprises. Donc, les compétences techniques, elles évoluent rapidement et nous, on aura tendance à vous dire de miser sur la formation des compétences humaines. On l'a dit, elles sont moins obsolètes, elles donneront aussi à vos salariés, je dirais, le vernis nécessaire pour faire face aux changements et aux grandes mutations qui nous attendent. Donc, comment former vos salariés ? Effectivement, il y a en premier lieu le besoin de faire un état des lieux, d'évaluer le niveau de vos salariés, de regarder aussi ce qui s'est passé en termes de formation dans l'historique, et puis de questionner les personnes sur leurs besoins à travers de la veille technologique. C'est ce que Marine vous a recommandé, et j'adhère tout à fait. On ne leur a pas assez dit, faites de la veille pour préparer l'avenir. En second lieu, proposer des workshops, des sensibilisations, des webinaires, des MOOC. En fait, c'est aussi un crédit que vous vous accordez en stimulant, je dirais, une culture d'apprentissage et de développement. Quand vous communiquez de façon proactive sur ce sujet, je pense que c'est pour créer et soutenir une culture d'apprentissage. N'hésitez pas aussi à investir dans le développement de la connaissance de soi en entreprise, auprès de vos managers, par exemple, parce qu'ils vont quand même ruisseler sur les salariés. Alors, vous pouvez, par exemple, les aider à travers des parcours 360 pour être au fait, éclairés de là où ils ont des ressources et là où il y a des besoins d'axes de développement. Ça va rendre les personnes plus alertes. Aussi, n'hésitez pas à intégrer des volets sur les bonnes pratiques, notamment sur les IA. C'est vrai qu'on en a tous un peu peur aujourd'hui, puisque les IA, c'est une énorme collecte de données, et de vos données, en fait, employeurs. Donc, soyez aussi un petit peu vigilants quand vos salariés utilisent des IA. Mettez en place, effectivement, pourquoi pas une charte de bonnes pratiques. Et puis aussi, l'IA, on va commencer à en parler, c'est pas très écolo. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi dire quelles sont les démarches et les attitudes à avoir vis-à-vis de ce type d'outils. Mettez en place un plan de formation, ça a l'air relativement simple à dire, mais en fait, il vous faut un suivi. Le plan de formation, il doit intégrer le suivi sur du court, du moyen et du long terme pour pouvoir renforcer et muscler à chaque fois ses compétences. Et puis enfin, valoriser les salariés qui se forment et développent cette compétence, ces compétences nouvelles. Il existe aussi aujourd'hui des nouveaux outils qui permettent de mettre en avant vos salariés qui se forment à travers des badges qui pourraient être présentés sur les réseaux sociaux. Alors, on a parlé des soft skills de demain, donc l'intelligence émotionnelle, la communication, l'adaptabilité, la collaboration. Mais on a fait le choix de faire le focus sur la pensée critique, donc avec Claire. Donc, c'est une des compétences qui est cruciale déjà aujourd'hui sur certains postes, comme des postes de manager, de direction, de la chefferie de projet, etc. Mais c'est une compétence qui sera encore plus cruciale demain. Donc, alors de quoi on parle exactement quand on fait référence à la pensée critique ? Bon, Claire a commencé brièvement à vous en parler tout à l'heure, mais la pensée critique, c'est la capacité à traiter une information dans sa globalité, c'est-à-dire en prenant en compte tous les paramètres à notre disposition, toutes les informations, aller chercher les infos manquantes si on n'a pas tout, avoir la capacité à prendre du recul par rapport aux informations qui nous sont communiquées et qu'on va chercher, savoir discerner le poids, la véracité de chaque information, ne pas forcément prendre de but en blanc les choses pour vrai, en fait.
savoir prendre du recul avec soi-même aussi, donc avec cette capacité de faire un petit pas, un petit état des lieux interne, un petit pas de côté par rapport à ses propres jugements, ses propres valeurs, émotions, sentiments. Tout ça dans le but de prendre une décision la plus objective possible. Donc, c'est beaucoup de choses, la pensée critique, mais pour vous donner quelques éléments, on parle de ça. Donc, c'est important quand on est sur des postes, donc de l'évaluer quand on est sur des postes décisionnels ou de manager, mais c'est important aujourd'hui, selon nous, au sens global. Donc, pour tout le monde, sur tous les postes, tous les secteurs d'activité, surtout avec toutes les informations qui sont disponibles aujourd'hui, on est constamment alimenté d'informations et de fake news, forcément. Donc, c'est important de faire le tri, de vérifier ses sources. Ça doit être un réflexe, en fait. La bonne nouvelle, c'est que cette pensée critique, elle se muscle, elle se travaille, donc on peut la développer et ces réflexes-là, ils s'acquièrent. Il faut avoir à l'esprit aussi que pour l'instant, la valeur ajoutée de l'humain par rapport à l'IA, elle est justement dans cette capacité de prise de recul, dans cette pensée critique. En tout cas, à date. On verra peut-être pour la suite, mais c'est d'autant plus important d'en avoir conscience et de la travailler. Pour aller plus loin, si on continue de la mettre en lien, cette pensée critique avec l'IA, on va avoir fondamentalement besoin de savoir comment ça marche aussi. Si on va sur le sujet, par exemple, de ChatGPT, c'est crucial de savoir comment ça fonctionne. Comment fonctionne une IA en général, qu'est-ce qu'elle va faire des informations que je lui donne, quelles sont ses sources quand elle me donne une info aussi. C'est important de comprendre cette mécanique. Ça pourrait être assez tentant de se reposer complètement dessus. L'idée ici, c'est de savoir comment travailler avec elle tout en gardant ce recul justement là. Après, la pensée critique, c'est pas une compétence qui est complètement isolée des autres. Elle est même complètement liée à d'autres compétences. Donc, on pense ici à la capacité d'adaptation que nommait Claire juste avant, à des dimensions aussi de personnalité, notamment, je pense à l'ouverture d'esprit aussi évoquée par Claire juste avant. Donc, cette tendance à l'ouverture vers les autres, les nouvelles manières de faire ou de penser. Donc, ça va vraiment fortement être corrélé. Comme l'a dit Claire, de toute façon, les méthodes les plus fiables pour évaluer, c'est les tests, donc les tests d'aptitude ou les tests de personnalité, et encore mieux si c'est un combo des deux. Pour clore la présentation, alors si jamais vous souhaitez justement tester ce combo, c'est notre job en fait chez Pearson, c'est notre job avec Claire. Donc n'hésitez pas à nous confier une évaluation pour tester les outils sur votre terrain à vous. Notre travail, ça va être justement de vous guider en fait sur le choix des tests et leur mise en place dans vos process en fonction de vos enjeux, de vos pratiques, de vos besoins. En rapport avec les compétences de demain, pour les évaluer, notamment pour la pensée critique, on va retrouver une solution qu'on propose qui s'appelle le Watson-Glaser 3, qui va vous donner un état des lieux mesuré, chiffré, de justement ce niveau de prise de recul de votre candidat et qui va vous donner aussi des informations sur comment il peut la faire évoluer. On propose aussi, toujours sur ce sujet de la pensée critique, une formation qui est accessible à tous et qui est là pour vous apprendre à développer cette pensée critique. Elle est dispensée en 2 jours, donc par des experts du sujet. On peut aussi vous proposer des tests plutôt d'aptitude, du coup, notamment avec la batterie DATNG, donc nouvelle génération, qui va notamment mettre en lumière les capacités d'adaptation de votre candidat et éventuellement ses capacités à comprendre un message, à lire entre les lignes et à savoir communiquer. Voilà, on propose aussi les tests de perso. Donc en fonction de ce que vous recherchez, on ne va pas utiliser les mêmes. Donc ça dépend de ce que vous voulez investiguer auprès de votre candidat. On va plutôt parfois creuser les valeurs ou les traits de perso ou les deux. Donc à voir avec vous. On propose des 360, on propose aussi des tests de motivation et d'intérêt professionnel tels que Motiva. Donc dans tous les cas, chaque situation, chaque contexte est spécifique. Nos équipes, elles sont justement là pour vous aiguiller sur l'utilité de certains tests par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à ce que vous souhaitez évaluer, et aussi sur l'intégration de ces tests dans vos processus RH. On arrive à cette présentation. On vous remercie grandement de nous avoir écoutés. On vous propose maintenant de passer à la partie questions-réponses.
Merci en tout cas, Claire et Marine, pour vos brillants éclairages. Je vous avouerai que ça a dû être clair et limpide pour nos participants au webinaire, parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup de questions. C'est pas faute d'avoir invité les gens à rebondir, en fait, sur ce que vous disiez et à donner aussi leur avis sur vos propos. Voilà, en tout cas, il y a eu peut-être une question, on peut peut-être la prendre, d'une personne qui, sans doute c'était au début de votre présentation, qui demandait est-ce qu'il est judicieux finalement de vouloir faire de tout le monde un super informaticien en puissance. Que vous savez, avec l'IA, avec l'automatisation, finalement, voilà, on est amené à tous avoir des compétences techniques, mais voilà, vous pouvez peut-être réagir là-dessus avec l'importance des compétences humaines et qui viennent faire la différence finalement peut-être face à l'IA et l'automatisation. Peut-être juste apporter un petit éclairage là-dessus. Marine, est-ce que tu veux Je t'en prie, je compléterai, si ça te va, Claire. Oui, alors quand on a parlé des compétences techniques en codage, en programmation, en cybersécurité, qu'on s'entende bien, en effet, il n'y a pas vocation à en avoir que des informaticiens, mais quand on se pose la question des mutations du travail demain, en fait, c'est notre monde qui bouge énormément et qui s'enrichit des technologies. Et quand on se dit, tiens, en fait, cette capacité à programmer ou à comprendre en fait ce que c'est la programmation, moi je me pose la question si d'ici 30, 40 ou 50 ans, ce sera pas un sujet qui sera même enseigné très tôt, en fait, pour pouvoir avoir cette connaissance, ce rapport à l'informatique. Mais c'est pas dans l'idée de n'avoir que des informaticiens dans le monde. De toute façon, il n'y aura pas assez de job pour autant d'informaticiens. Donc voilà, il n'y a pas vocation à avoir que les profils qui connaissent la cybersécurité. Par contre, ce sont des choses qui sont identifiées comme clés pour le futur. Parce que on voit bien, il y a plein d'attaques sur les entreprises, sur nos données, sur des laboratoires, etc. Donc il faut quand même que ce soit bien secret, bien protégé. Et donc, c'est dans cette perspective que ces compétences-là peuvent être très attendues chez les salariés et chez les employeurs. Je ne sais pas si tu veux compléter, Marie. Je te rejoins, Claire, en fait, sur le fait que ce sera très certainement une compétence qui sera enseignée très tôt à l'école, en tout cas une première partie, une découverte au moins de ce que c'est, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, parce que parfois on ne comprend pas, on ne s'y intéresse pas, etc. Mais il va falloir au moins avoir conscience de ce que ça représente. Et dans tous les cas, ça vient en combo avec des compétences, des soft skills. Donc, comme on l'a insisté tout à l'heure, en fait, le combo des deux va être important et les soft skills vont devoir en fait être pris en compte de toute façon, d'autant plus, tout autant en fait que ces compétences-là. Alors, merci beaucoup Claire et Marine. J'ai juste une autre question, finalement, s'en appeler l'une en appeler une autre. Alors, une personne qui dit, il existe de nombreux tests actuellement sur le marché. Quelles seraient vos recommandations selon le niveau des managers, dirigeants, cadres sup, autres cadres en fait? Par rapport aux différents types de publics, est-ce qu'il y en a particulièrement d'adaptés ou non? Ça va dépendre de ce que vous souhaitez évaluer directement chez vos managers. Donc, nous, on va parler du combo, en fait, test de personnalité, à savoir, en fait, ce que vous cherchez à évaluer, plutôt des traits de personnalité, peut-être des valeurs ou les deux, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. On recommande vivement Watson-Glaser, forcément, sur cette prise de recul, cette pensée critique dont on parlait tout à l'heure. Je rajouterais à ça forcément une DAT NG qui vous permet d'avoir une vision claire de sa capacité d'adaptation, de compréhension de l'autre aussi, de compréhension de l'autre dans sa communication, cette capacité de communication aussi avec les autres. Et pourquoi pas, donc là on n'en a pas parlé, mais un TD12 qui est un inventaire des tendances dysfonctionnelles, qui est là aussi pour vous prémunir des comportements qui pourraient être problématiques en fait dans le milieu professionnel. Oui, je suis d'accord avec toi, Marine. C'est-à-dire que les recommandations, elles vont varier en fonction du besoin. Mais on sait aussi par principe que quand on veut évaluer aussi un dirigeant, on va pas lui proposer le même processus d'évaluation que s'il s'agit d'un technicien ou d'un cadre supérieur. On n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence, et un recrutement à ce niveau-là, on a le droit de prendre du temps. Et en effet, Marine, quand tu parles d'outils, d'inventaire de personnalité ou des tendances dysfonctionnelles, je pense que quand on se plante sur ce type de recrutement, ça ruisselle. Donc,
Peut-être qu'on va avoir tendance à aller proposer un assessment plus complet, un peu plus long, avec des restitutions aussi qui seront peut-être un petit peu plus approfondies. Des restitutions qui vont permettre en fait à ce manager aussi de se connaître au mieux, ce dont parlait en fait Claire tout à l'heure, d'apprendre un peu plus sur comment il fonctionne, quel est l'environnement de travail qui lui correspond le mieux pour être heureux, performant, etc. Où est-ce que sont ces points en fait sur lesquels il peut s'appuyer, les points sur lesquels il va devoir être plus vigilant. Donc je trouve que l'insertion en fait de tests de personnalité, d'aptitude dans un recrutement, dans tous les recrutements, mais encore plus dans un recrutement peut-être de manager, ça va être c'est un bénéfice en fait pour la personne qui va passer les tests, puisque vraiment c'est un focus sur lui, sur une restitution pendant 1 heure, pour le permettre en fait de grandir professionnellement, personnellement, et c'est aussi ce qui est attendu. C'est une plus-value qui est donnée par l'entreprise à sa nouvelle recrue. Tout à fait. Écoutez, en tout cas, Claire et Marine, je vous remercie grandement pour ce webinaire. On n'a pas d'autres questions. On a beaucoup de remerciements, en tout cas, pour vos propos qui étaient clairs. J'ai essayé de mettre un certain nombre de liens utiles dans le chat, donc n'hésitez pas à vous référer à ce contenu et surtout à nous contacter pour qu'on puisse bien évidemment être à l'écoute de vos besoins et mieux vous accompagner et voir avec vous quelles solutions individualisées mettre en place. Écoutez, merci encore. Excellente fin de journée à vous tous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.